le guerrier avait prélevé son dû. Si l'on se référait à la comptine, le prochain à apparaître serait celui qui était appelé le fermier. Stéphane et Marion, retranchés dans la chambre du patriarche, ne savaient plus quoi faire. Grégory s'était précipité au garage en entendant le vacarme et avait trouvé le couple en chemin, l'implorant de ne pas entrer. Voyant leur mine abattue et n'étant pas né de la dernière pluie, il avait compris. Devenus inhabitables en raison du froid qui passait par la fenêtre cassée, les survivants avaient dû quitter le salon. En l'absence de Grégory, Alex et Lorraine s'en étaient allés. Marion priait pour qu'ils se soient barricadés dans une chambre et qu'ils n'aient pas tenté leur chance dehors dans la neige. Les différents meurtres avaient eu raison de la santé mentale d'Henri, qui s'était laissé guider dans les escaliers comme un zombie. À présent, il était assis, sans bouger, amorphe dans un fauteuil. Le majordome, lui, était appuyé dos au mur, aux côtés du lit d'Harold. Harold qui, par ailleurs, dormait toujours, en marmonnant de temps à autre. Ils avaient eu le temps de raconter leur découverte à Grégory. Les monstres, le livre, le garage. Grégory n'était pas sûr d'adhérer à tous leurs propos, mais il les avait rassurés. Il leur avait entre autres expliqué qu'ils n'étaient pas des personnes mauvaises et qu'il s'agissait d'un accident. Qu'avec tout ce qui s'était passé, ils ne devaient pas se torturer ainsi. Le couple le savait, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre atténua quelque peu leur culpabilité. À l'exception du revolver que Marion avait oublié dans sa poche, ils avaient laissé les armes au garage, refusant d'y toucher à nouveau. De toute façon, elles ne servaient à rien. Le revolver était quant à lui posé sur le bureau comme ultime recours, en cas de dénouement sans issue. Ne sachant que faire, le petit groupe ne pouvait qu'attendre l'apparition fatale qui viendrait prendre l'un d'entre eux. Grégory avait une théorie. D'après lui, les créatures n'attaquaient pas au hasard. Elles choisissaient chacune une proie précise, en fonction des péchés commis ou quelque chose du genre, comme dans les chansons. Stéphane appuya cette idée en se remémorant la façon dont le chevalier les avait ignorés pour aller directement chercher Éléanore. Il était dit dans la chanson que le guerrier emporterait un traître ou un lâche. Des rumeurs traînaient depuis longtemps sur la fidélité d'Éléanore, et son comportement lors de l'attaque trahissait une lâcheté indéniable. Grégory avait sûrement raison. « Du coup, le prochain à être tué sera le plus flemmard d'entre nous », déclara Stéphane. « Ce fermier, ce monstre !» Stéphane fut interrompu par un chant tremblant. « Elegast, Elegast, so schön bist du, Elegast !» Le vieux Harold avait ouvert les yeux. Il chanta la même rengaine quelques fois avant de s'arrêter, pris d'une quinte de toux. Le vieillard ne semblait plus avoir toute sa tête. Stéphane s'installa au chevet de son père et lui murmura de se rendormir. Mais le vieux reprit la parole, déclamant cette fois-ci à la manière d'un prêcheur. Ses propos étaient décousus, entrecoupés de bribes de chansons et de poésie, parfois indiscernables. Il mélangeait le français et l'allemand. Les hommes ne semblèrent pas y prêter attention, attendant qu'Harold se rendorme. Mais Marion, elle, trouvait du sens dans ce charabia, qui lui fit penser que le vieux était plus lucide qu'il n'y semblait. Elle tendit l'oreille afin d'extraire le plus d'informations possible. En substance, le patriarche parlait des Alphes, des créatures plus anciennes que les humains et qui furent trahies ou chassées par ces derniers, elle n'avait pas très bien compris. Les ayant tous détruits, les humains se seraient alors sentis coupables et auraient commencé à vouer un culte aux Alphes. En échange d'un sacrifice, les fantômes de ces créatures pouvaient intercéder auprès de leur roi. Marion n'était pas sûre du terme fantôme. Harold parlait d'Elegast, et elle ne savait pas si cela désignait un revenant ou un esprit issu d'un autre monde. Le reste était incompréhensible, et bientôt le patriarche retomba dans les bras de Morphée. Néanmoins, cela permit à Marion de déceler un début d'explication à ce qui leur arrivait. Et cela lui faisait du bien. Elle avait toujours été curieuse, ce qui plaisait d'ailleurs beaucoup à ses parents. Quitte à mourir, elle préférait savoir ce qui la tuerait.
Il serait bientôt l'heure. Une angoisse sans précédent lui nouait la gorge. Mais autre chose la perturbait également. Grégory, qui feignait de ne pas entendre le vieil homme, semblait plus inquiet à chacune de ses saillies. « Alexander, Edmund, mes frères, nous n'aurions pas dû. » Harold délirait dans son sommeil. Marion avait de la compassion pour ses souffrances, mais elle ne pouvait s'empêcher d'observer le majordome, qui semblait de plus en plus mal à l'aise avec ses propos. La jeune femme rejoignit Stéphane à côté du lit. Faisant attention à ne pas être entendue de Grégory, elle susurra à son petit ami que le domestique était suspect. Le jeune homme lui répondit qu'il resterait attentif. Il ne lui fallut pas attendre longtemps. Dans un râle, Harold parla à nouveau. « Ils sont à la cave! Tous à la cave! Ils sont à la cave! » Cette fois, Grégory tressaillit. Il agissait comme si le vieillard en avait trop dit, et cela n'échappa pas aux deux jeunes gens. Intrigué tant par les propos de son père que par les réactions du majordome, Stéphane entra dans le jeu. « Il n'y a rien à la cave, à part des bouteilles, papa. »« Non, der wahre Keller, unten. »« En dessous ? Mais en dessous de quoi ? On peut arrêter tout ça ?» Grégory ne put s'empêcher d'intervenir. « Votre père est très fatigué, monsieur. Il faut le laisser. » Stéphane l'interrompit, en se levant prestement, se mit face à lui. L'homme recula d'un pas, surpris. « Ok, Grégory, qu'est-ce que vous cachez ?» lança Stéphane. Marion s'était elle aussi levée. Elle croisa les bras, attendant attentivement la réponse. « Je ne comprends pas, monsieur, » se défendit Grégory. « Oh, je crois que si. » Se voyant pris au piège, l'employé décocha un coup de poing dans la mâchoire du jeune homme. Tous deux roulèrent à terre, en s'empoignant et en se donnant des coups. Plus fort, et visiblement plus habitué, Grégory eut rapidement le dessus. Il bloqua les bras de son adversaire avec ses genoux et, attrapant sa tête à deux mains, la frappa sur le sol. Une fois, 2 fois, Stéphane se sentait défaillir. Il n'y eut pourtant pas de 3e fois. Au-dessus de lui, le majordome levait les mains, regardant derrière lui. Il se releva doucement, les mains toujours en l'air, et s'éloigna du jeune homme. Marion le tenait en joue avec le revolver. Elle aida son petit ami à se relever, toujours en pointant l'arme sur Grégory, qui recula encore de quelques pas. Une nouvelle quinte de toux secoua Harold. Il tourna la tête en direction de Marion. « Comme tu es belle, Margie. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, » dit le vieil homme en attrapant le poignet de Marion. Ses yeux brillaient de larmes. « Taisez-vous » dit Grégory d'un ton agacé, alors que Marion se dégageait. Stéphane saignait du nez et était encore sonné, mais ils allaient pouvoir poser leurs questions. Clairement, Grégory en savait bien plus qu'il n'en disait. Il était peut-être même l'instigateur de cette horreur. Les deux jeunes gens exigèrent des explications. Le majordome ne dit rien, se contentant de les fixer d'un air noir. Ils le questionnèrent sur ses intentions. Était-ce là une sorte de rituel, de sacrifice, ou la vengeance d'un employé rancunier ? Le majordome ne répondait pas. Ils se montrèrent plus insistants, menaçant d'ouvrir le feu. Ces élégastes, on pouvait s'en débarrasser ? Le majordome ne répondait pas. De colère, la main de Marion tremblait. Elle ne sut jamais si elle aurait tiré ou pas. L'horloge sonna, chaque coup retentissant comme une sentence de mort contre les murs de bois. Une seconde après, la clarté de la lampe de bureau se mit à grésiller, plongeant par intermittence le groupe dans le noir complet. Quand le dernier coup sonna, la porte de la chambre vola en éclats et une bourrasque remplie d'échardes jeta tout le monde à terre. Le vent ne s'arrêtait pas, s'engouffrant à travers l'embrasure. Marion lâcha le revolver qui fut emporté. Elle plissa les yeux pour se protéger des morceaux de bois et de la poussière soulevée par le souffle. Les meubles tressautaient sous les bourrasques, et l'on entendait Harold gémir depuis son lit,
alors que les appareils médicaux étaient renversés. Le seul qui ne sembla pas réagir était Henri, toujours affalé dans le fauteuil. Stéphane et Grégory, et Marion, se retrouvèrent rapidement plaqués contre le mur du fond. Incapables de se relever, ils pouvaient toutefois distinguer la vive lumière qui accompagnait le vent et qui irradiait dans toute la pièce, depuis l'embrasure. On pouvait distinguer à travers les rayons éblouissants une forme humaine qui se dessinait petit à petit. La créature restait floue, comme les autres, et n'avait apparemment pas l'intention d'entrer dans la chambre. Elle écartait les bras, comme pour accueillir quelqu'un, et attendait. Les larmes montaient aux yeux de Marion sous l'effet du vent, mais elle put tout de même voir Henri devant elle, qui marchait lentement vers la forme. Le souffle ne le dérangeait pas, ses cheveux volaient en arrière, mais c'était tout, comme s'il n'était touché que par une vague brise. Il n'était pas entravé comme les autres. Henri traversa l'encadrement de la porte et s'arrêta à quelques centimètres de la créature lumineuse, ouvrant lui aussi les bras. Le monstre saisit doucement les poignets du jeune homme. Puis, le vent redoubla de violence. Et cette fois, Henri n'y résista pas et fut soulevé du parquet, uniquement retenu par les mains griffues du monstre tenant toujours ses poignets. Le vent devint tempétueux, tourbillonnant, assourdissant, et força Marion à clore les paupières et se mettre les mains sur les oreilles. Puis, tout s'arrêta d'un seul coup. En rouvrant les yeux, elle remarqua d'abord le cadavre démembré d'Henri, qui n'était plus qu'un tronc sans vie, jeté dans un coin de la pièce. Elle entendit ensuite, à travers les acouphènes, des pas précipités, ainsi qu'un coup de feu. Encore étourdie, on la força à se remettre debout et à courir hors de la pièce en la tirant par le bras. Un second coup de feu. Grégory avait récupéré le revolver et visait à présent le jeune couple qui s'enfuyait en longeant la balustrade. Encore un coup de feu. Stéphane poussa un petit cri de douleur mais ne s'arrêta pas. Ils manquèrent de glisser sur la flaque de sang laissée par l'exécution d'Henri, mais se rattrapèrent à la rambarde avant de dévaler 4 à 4 les escaliers menant au salon. Leur fuite éperdue les mena jusqu'à une pièce dans laquelle Marion n'était encore jamais allée. Apparemment, c'était encore un genre de bureau ou de salon. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de livres et un grand secrétaire en bois laqué était placé sous la seule fenêtre, à travers laquelle Marion voyait toujours la tempête de neige. Une peau d'ours couvrait une grande partie du parquet et quelques tableaux anciens ornaient les parties du mur épargnées par les livres. Stéphane fit tomber l'une des étagères pour bloquer la porte, puis éteignit la lumière pour dissimuler leur présence. Essoufflé, le couple s'assit sur la fourrure. Une tache rouge commençait à s'étendre sur la chemise de Stéphane au niveau de son épaule, et Marion passa un bon moment à lui fabriquer un bandage de fortune. Heureusement, la balle n'avait fait qu'effleurer. Après quoi, elle plaça la tête du garçon sur ses cuisses pour le laisser reprendre des forces. La tempête ne faiblissait pas. Marion avait attendu autant qu'elle l'avait pu, dans l'angoisse que Grégory les retrouve, mais il ne s'était jamais montré. Alors que 6 heures approchaient à grands pas, elle avait doucement réveillé son petit copain. Chuchotant pour rester discret, ils tentèrent de décider quoi faire. Stéphane voulait retourner au garage et récupérer les fusils pour se défendre, mais Marion trouvait cela trop risqué. Grégory pouvait être n'importe où, à les attendre pour les tuer. Ils avaient eu de la chance de s'en tirer jusque-là. D'un autre côté, s'ils restaient là, c'est les élégastes qui pourraient s'en prendre à eux. Repensant aux propos du patriarche, ils avaient alors opté pour la cave. Quoi qu'ils fassent, ils avaient de grandes chances de mourir. Épuisés, le moral vacillant, il était toutefois certain que ni l'un ni l'autre n'était du genre à attendre la mort sans agir. Tous deux s'étaient longuement embrassés et s'étaient fait leurs adieux en prévision de l'issue probable de cette nuit d'horreur. Stéphane avait ensuite ôté l'étagère et ouvert très doucement la porte, en regardant furtivement dans le couloir. Il était vide, tout comme le salon et la salle à manger. Le majordome semblait avoir disparu. Stéphane, qui voulait vérifier l'état de son père, avait insisté pour retourner dans la chambre à l'étage.
Doucement, afin de ne pas trahir leur position en faisant craquer le parquet, ils gravirent les escaliers, évitèrent les traces de sang, puis pénétrèrent dans la pièce sombre. Les bruits électroniques s'étaient éteints. Stéphane courut vers le lit, désormais de travers, puis laissa échapper un sanglot. Harold Schaffer était mort et affichait un air apaisé. Marion, des larmes coulant sur les joues, s'approcha de Stéphane et mit ses bras autour de lui. Mais après une minute, elle sentit une autre présence et un regard posé sur eux. Tournant la tête, elle vit alors Grégory, assis dans le fauteuil, le revolver posé sur les jambes, qui les regardait intensément. Les deux amants se raidirent, mais étonnamment, le domestique n'avait plus d'intention hostile. Il avait l'air très las et triste. Baissant la tête, il prit la parole. « Je vous prie de m'excuser, monsieur. J'ai très mal agi. » Stéphane était stupéfait. Il ne répondit qu'après un échange de regards avec Marion. « Ce n'est rien, Grégory. Vous pouvez vous rattraper. » Le domestique se leva, laissant le pistolet sur le fauteuil. « Tout ce que j'ai fait était par loyauté envers cette famille, monsieur. Vous trouverez vos réponses à la cave. Vous devriez également emmener l'arme. » Stéphane s'avança prudemment et saisit le revolver, qu'il glissa dans sa poche. « Venez avec nous, Grégory. » Mais il ne semblait plus écouter. Il redressa son col de chemise et secoua les manches de son uniforme, tâchant de faire bonne figure. « Il est l'heure. » Au même instant, les horloges, les pendules et les coucous de toute la maison se mirent à résonner. Dans une lumière éblouissante, une nouvelle créature apparut, de nulle part. Une femme cette fois-ci. Elle était très grande et portait un genre de robe qui flottait dans des courants éthérés. Sa silhouette était troublée, comme les autres esprits. La femme tendait la main en signe d'invitation. Sans aucune hésitation, Grégory s'approcha d'elle et prit sa main. À son contact, un sourire bienveillant se dessina sur l'étrange visage de la créature, alors que Grégory émettait des gargouillements. Dans un râle, la poitrine du majordome s'ouvrit lentement, ses côtes s'écartant et répandant des flots de sang sur le parquet. Visiblement, l'opération était extrêmement douloureuse, mais Grégory ne sciait pas. Au moment où son cœur fut extrait de son corps, flottant dans les airs jusqu'à l'autre main de la femme fantomatique, il était déjà mort. Une fois l'organe en sa possession, la créature disparut, laissant tomber Grégory au sol. Mais cela, Marion et Stéphane ne purent le voir. Ils s'étaient déjà enfuis depuis un moment. Les soubassements de la maison étaient anciens. Ils dataient sans doute de l'époque de sa construction. Marion et Stéphane circulaient entre les rangées de tonneaux et de casiers à bouteilles, mais rien d'anormal n'était à signaler. C'était une cave à vin tout à fait ordinaire, comme dans le souvenir de Stéphane. Il devait passer à côté de quelque chose. Harold avait dit « en dessous » et il avait parlé d'une véritable cave. Il devait donc y avoir un accès vers un endroit encore plus profond, peut-être un passage secret. Le couple fouilla toute la cave, remuant chaque bouteille, appuyant sur chaque brique à la recherche d'un mécanisme dissimulé, mais rien. Ils tapèrent contre chaque tonneau, mais tous étaient pleins, et ils arrivaient à court de temps. Bientôt, la dernière créature viendrait emporter l'un d'entre eux. Non, ce n'était pas possible. Stéphane, excédé, s'emporta et renversa avec un juron un petit tonneau de bois qui éclata au sol en répandant son contenu. Le vin éclaboussa les chevilles de Marion et elle prit Stéphane dans ses bras pour le calmer. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Le vin, par terre, s'écoulait à travers des fentes entre les pierres du sol. Ces fentes formaient un rectangle, totalement invisible auparavant. « Regarde !» dit Marion. Stéphane glissa ses doigts dans les ouvertures, à travers lesquelles le vin coulait toujours,
et tira, révélant une trappe dissimulée, imitant à la perfection le sol pierreux de la cave. Une fois totalement ouverte, la trappe donnait sur une échelle de fer et un autre sous-sol, apparemment creusé à même la roche, et très faiblement éclairé. Stéphane descendit le premier, s'appliquant à ne pas tomber des barreaux rendus glissants par le vin. Une fois qu'il eut touché le sol de pierre nue, Marion le suivit. Il se trouvait dans un long boyau, probablement naturel. Cependant, des alcôves régulières dans les parois avaient très clairement été gravées par la main de l'homme, ou de quelque chose d'autre. La lueur verdâtre et tremblante qui éclairait le tunnel provenait des bougies disposées dans ces alcôves. Marion, intriguée, s'approcha de la première infractuosité et y jeta un coup d'œil. Il y avait au moins une dizaine de chandelles dans l'alcôve, et leurs flammes vertes en révélaient le sinistre contenu. Un corps momifié, recroquevillé sur lui-même, avait été déposé tout au fond, à environ 1 mètre de profondeur. Clairement, il ne s'agissait pas d'un humain. Malgré les ravages du temps, on pouvait deviner les dents pointues et en surnombre, ainsi que la forme allongée du crâne. De plus, une fois déplié, le cadavre aurait sans doute dépassé les 2 mètres de haut. Des lambeaux de vêtements pourris et des bijoux en or ou en cuivre couvraient par endroits la peau parcheminée. Mais ce qui écœura vraiment Marion fut la masse de chair sanglante au milieu des bougies. Ils avaient retrouvé la langue de Théo. En arpentant le tunnel qui s'élargissait peu à peu, Marion et Stéphane découvrirent dans les alcôves d'autres momies, ainsi que d'autres restes humains. Dans l'une d'elles gisait le cœur de Grégory. Dans une autre, une paire d'yeux, sans doute ceux d'Éléanore. Dans une autre encore, les 2 bras arrachés d'Henri. À chaque fois, les bougies étaient allumées. Le couloir s'élargissait de plus en plus, et la lueur des bougies ne suffit bientôt plus pour éclairer le plafond du tunnel, qui se perdait dans les ténèbres. Dans la pénombre, ils parvenaient toutefois à distinguer le bout du boyau rocheux. À une dizaine de mètres devant eux, le tunnel se terminait par une paroi rocheuse taillée pour représenter un genre de trône entouré de stalagmites. Et sur celui-ci, une momie particulièrement grande et décorée. Cela devait être le roi de la Contine. Et les autres corps dans les alcôves formaient sa cour. Des tas d'objets divers jonchaient le sol devant le trône, certains très anciens, d'autres plus récents, mais presque tous en or. Ça devait être des offrandes ou le trésor d'un personnage important. Une multitude de chandelles entourait la structure, mais contrairement aux alcôves, elles étaient éteintes. Dans l'obscurité, le couple pouvait distinguer 2 personnes qui se tenaient debout devant la momie géante. « Alex, Lorraine !» s'exclama Marion. L'écho de sa voix résonna contre les parois rocheuses de la grotte. Les 2 individus se retournèrent, regardant les nouveaux arrivants avec étonnement. Marion s'élança vers eux, mais Stéphane, lui, avait moins d'entrain et retint sa petite amie. « Vous êtes vivants, c'est génial ! On pensait que vous étiez sortis !» dit la jeune femme d'un ton enjoué en esquissant une accolade. Son enthousiasme s'estompa rapidement à la vue des mines graves qu'arboraient Alex et sa femme, ainsi que du pistolet que Lorraine braquait sur eux. « Recule, Marion, s'il te plaît. Vous ne devriez pas être là. » Alex jura entre ses dents. Marion leva les mains et recula, sans comprendre. Stéphane se plaça devant elle pour la protéger. « Alex, qu'est-ce que tu fous ?» demanda Stéphane à son frère, alors que celui-ci s'affairait près du trône, ordonnant à Lorraine de les garder en joue. « Ça ne devait pas se passer comme ça. Je ne pensais pas que... Oh putain, mon gosse. Bordel, mon gosse, mon héritier, dit-il. « On peut arrêter tout ça, Alex. Il faut... » commença Stéphane. « Non, tais-toi !» le coupa son aîné. « Non, c'est trop tard. Je pensais que c'était ce que je voulais. Merde, bordel de merde. »
Submergé par la fureur, Stéphane se jeta alors sur son frère. Lorraine, qui n'eut pas le cran de tirer, se contenta de tenir Marion à distance. Les deux hommes s'empoignèrent, mais Stéphane, déjà bien éprouvé au cours de la soirée, se faisait lentement dominer. Puisant alors dans sa rage, il parvint à faire tomber Alex, qui se cogna la tête sur le sol dur. Sortant le revolver de sa poche, Stéphane se préparait à lui donner le coup final quand un son aigu retentit. L'alarme électronique de sa montre annonçait qu'il était 7 heures précises. Une intense lumière émana de l'alcôve la plus proche, illuminant rapidement la grotte, et une grande figure féminine, tout aussi floue que les précédentes, se matérialisa derrière les deux combattants. Elle portait un masque doré, orné d'une couronne, et avait une lanterne à la main. Pétrifié, Stéphane était toujours agenouillé sur son frère, arme levée. La créature se déplaçait en lévitant au-dessus du sol. En une seconde, elle était sur Stéphane, l'attrapant par les cheveux pour le forcer à se relever. La force du monstre était incroyable, et, lâchant son pistolet, le jeune homme se retrouva face au visage doré. Tenant sa tête d'une main, la femme leva alors sa lanterne à hauteur de son visage, et Stéphane ne put s'empêcher de la regarder. Ce qu'il ressentit alors est difficilement imaginable, car le malheureux sentit ses yeux brûler jusqu'à fondre, coulant de ses orbites. Puis, ce fut le tour du reste de son corps, qui prit feu instantanément et se consuma vivement au son des cris d'agonie de Stéphane. Marion poussa un long hurlement de douleur, sentant son cœur se déchirer sous la tristesse. La reine tourna vers elle son visage inexpressif, puis disparut d'un seul coup, lâchant ce qu'il restait de son petit ami. Alors que le corps calciné de Stéphane se brisait au sol avec une gerbe d'étincelles, les bougies de la dernière alcôve s'allumèrent d'elles-mêmes, suivies de peu par celles entourant l'immense trône. D'un coup, toute la grotte se retrouva illuminée par la lumière verdâtre des innombrables chandelles. Le roi était en chemin. Alex se releva en hâte, à moitié sonné, et se rua en titubant vers le trône. Lorraine braquait toujours son arme sur Marion, qui était tombée à genoux et pleurait à chaudes larmes. La lumière s'intensifia encore, devenant aveuglante. Marion et Lorraine furent éblouies alors qu'Alex gardait les yeux ouverts, fasciné. La créature qui émergea de l'aura scintillante devait faire au moins 3 mètres de haut. Son corps longiligne semblait faire vibrer l'air autour de lui, et son front était ceint d'une couronne ouvragée en or. Sa peau bleutée était couverte d'une espèce de manteau, et elle avait des yeux noirs comme la nuit. Lui aussi avançait en lévitant avec une grâce surnaturelle. Assurément, c'était leur roi. Dans un effort surhumain pour surmonter son effroi et son chagrin, Marion tenta le tout pour le tout en jouant sur la corde sensible. À voix basse, elle demanda à la future mère : « Que diras-tu à ton enfant, Lorraine ? Que tu as tué toute sa famille pour qu'il puisse vivre ? Comment vas-tu le lui expliquer ? » Il a tué tous ces gens, mais c'était nécessaire, tu ne sais rien. Mon Dieu, bégaya Lorraine, les yeux humides et les lèvres tremblantes. Alex, levant les bras au ciel, s'adressa à l'imposante créature qui lui faisait face. « Mon enfant, il faut qu'il vive, faites qu'il vive cette fois !» La bête partit dans un grand rire, se moquant visiblement d'Alex, pointant quelque chose derrière lui de son long doigt crochu. Lorraine, tremblante, avait posé le canon de son arme sous son menton. Elle était secouée de sanglots, et avant qu'Alex ne puisse l'en empêcher, elle appuya sur la détente, mettant fin à ses jours. Paniqué, son mari hurla et se précipita vers elle, mais Marion avait ramassé le pistolet et tira 2 fois sur Alex en pleine tête, le tuant sur le coup. Il s'effondra alors à côté du cadavre de Lorraine. Le roi, amusé, contempla les corps avant de balayer la grotte de son regard ardent, qui finit par se poser sur Marion. La créature arborait un sourire malsain, dévoilant une rangée de petites dents pointues comme celles d'un requin. Marion était persuadée qu'il allait la tuer, et elle était prête à rencontrer son Dieu. Par réflexe, elle entama le « Je vous salue Marie ».
Une voix profonde et terrifiante retentit alors dans la tête de la jeune femme, lui glaçant le sang. Après un instant, Marion répondit au roi. « Rien. Je ne veux rien. Seulement que vous disparaissiez. » L'esprit la dévisagea quelques secondes. Il écarta les bras et son sourire carnassier s'élargit. Alors, les centaines de flammes verdâtres des bougies autour du trône et dans les alcôves commencèrent à grossir. Elles grossirent encore et encore jusqu'à sortir des ouvertures, consumant tout sur leur passage. Momies, objets, cadavres. Le roi, flottant toujours au-dessus du sol, partit à nouveau d'un rire terrifiant qui se répercutait sur les parois. Les flammes étaient maintenant devenues un brasier, et Marion comprit qu'elle devait s'enfuir. Tournant le dos à la créature hilare au milieu des flammes, elle se mit à courir comme elle n'avait jamais couru. Elle courut sans se retourner, sans réfléchir, jusqu'à l'échelle de fer. La fournaise qui la poursuivait semblait animée d'une volonté propre. Elle gravit en vitesse les échelons, escalada l'ouverture menant à la cave et se dépêcha de monter les escaliers jusqu'au grand salon qu'elle traversa en trombe. Les premières flammes atteignaient le rez-de-chaussée et commençaient à se répandre sur les murs de la villa. Alors que l'incendie se propageait peu à peu à toute la bâtisse, Marion sauta par la fenêtre cassée. Retombant sur la neige, avec des coupures plein les mains et les jambes, elle continua sa course jusqu'aux voitures et monta dans le gros 4x4 qu'avait tenté de prendre Svetlana quelques heures auparavant. Elle ne prêtait attention ni au froid, ni au sang qui coulait de ses plaies. Elle n'avait qu'un seul objectif, mettre le plus de distance possible entre elle et cet endroit maudit. La portière toujours ouverte, elle n'eut aucun mal à s'asseoir dans la voiture. Elle inspira profondément en appuyant sur le bouton Start. Et le moteur rugit. Avec un soupir de soulagement, Marion enclencha la marche arrière et s'engagea sur la route, se souciant peu des gerbes de neige fraîche qu'elle projetait au passage. Alors que la neige cessait de tomber et que les premiers rayons du soleil pointaient derrière les montagnes, Marion jeta un dernier regard à la villa des chauffeurs qui partait en fumée, emportant avec elle les horreurs de la nuit dernière. Elle ne savait pas pourquoi, mais à cet instant, elle repensa au réveillon qu'elle fêtait étant enfant. Elle s'imaginait déballant ses cadeaux aux premières lueurs de l'aube sous le regard de ses parents. Sans même s'en rendre compte, et alors que le véhicule s'éloignait dans le lointain en soulevant un nuage de poudreuse, elle se mit à pleurer et prononça « Joyeux Elbenblot et joyeux Noël !»